Il y a 4 vidéos manuscrites à l'origine du vlog qui elles-mêmes avaient pour origine une question qui m'avait été posée sur ce qu'était un groupe symbolique. Et la chose nous intéresse en l'exemple, par exemple, d'un conseil de l'ordre, par exemple des médecins. Alors, une 4e de ces vidéos est intitulée « La nomination ». Et elle montrait comment la nomination, la fonction du nom, produisait une valeur, produisait de la valeur, ce qu'on appelle la valeur, produisait la valeur et la propriété. Alors bien sûr, c'est très coordonné à la médecine. Donc on prenait l'exemple, par exemple, d'un conseil de l'ordre des médecins. C'est très coordonné à la médecine parce que la propriété de son nom et la valeur qui présente ou dont on le charge définit assez bien la santé. Et c'est un point de vue qui est bien appuyé du fait que dans la symbolique d'Asclépios, on va retrouver précisément les règles de constitution, en tout cas de la valeur. Alors voyons un peu ça. Il y a plusieurs attributs dans le mythe d'Asclépios, plusieurs éléments significatifs, mais les 3 attributs de l'iconographie sont le bâton, le serpent qui s'enroule autour du bâton et la coupe. La coupe, on appelle la coupe de Hygie, Hygie étant valant pour ensuite le mot hygiène, et qui est la fille d'Asclépios. Le bâton, généralement, ou ce qu'on peut attribuer comme symbolique ou comme indicatif, c'est le signe de la capacité d'action, être en droit ou en capacité donc d'acte. Et c'est ce qu'on appelle un signifiant primaire ou le signifiant 1, le premier signifiant ou un trait lunaire. Et on va surtout s'intéresser aux 2 autres attributs que sont le serpent et la coupe. Le serpent, n'est-ce pas, c'est une ondulation. Et l'une des vidéos que j'indiquerai pour référence dans les commentaires, dans les descriptifs, donc une des vidéos expliquait que cette ondulation était quelque chose, ou indiquait ou correspondait à quelque chose que notre mentalité actuelle s'ébahit de découvrir qu'elle sait ce que c'est. Je m'explique. À la Renaissance, on découvrait que, par exemple, les planètes tournaient autour du Soleil. En fait, on le savait depuis toujours, mais on s'ébahissait de le découvrir. Ça avait été refoulé, ou disons qu'il y avait une intégration qui n'avait pas été faite. Et on trouve actuellement, à certains signes, la forte probabilité que le mouvement sinusoïdal des planètes n'est pas quelque chose que l'on sache, que nous connaissions depuis tout le temps, que c'est une évidence. Si le Soleil va à toute allure, donc la planète qui tourne autour va être vue
comme une sinusoïde. Hein. Donc c'est une extrême simplicité, mais c'est quelque chose qui n'était pas, ou qui n'est pas intégré dans notre, enfin, ou qui ne l'était pas et qui est en passe de s'intégrer dans notre imaginaire. Donc nous sommes à un point de modernisation, si on peut dire, hein, d'Asclepius. Si nous intégrons donc le lien qu'il y a entre cette ondulation, l'ondulation du serpent, et puis le cercle de la coupe, qui est ce que l'on croyait d'abord uniquement savoir et voir du mouvement des planètes, ou du mouvement de la Terre, par exemple, autour du Soleil. Et là où nous comprenons mieux la valeur, c'est peut-être le cas de le dire, hein, de ce progrès, de l'imaginaire ou de l'imagination, voire du psychisme, là où nous le comprenons mieux, c'est quand on observe qu'on peut comparer, attribuer à chacun de ces deux signes, le serpent et la coupe, la sinusoïde et le cercle, hein, on peut attribuer deux événements linguistiques, de formes du langage, que sont respectivement la métaphore et la métonymie. Alors, métaphore et métonymie, ce sont des termes connus, mais peut-être rébarbatifs. On peut en donner une image simple et éclairante en comparant ce que c'est qu'une spirale, quelque chose qui tourne en spirale, un tire-bouchon, un serpent qui s'enroule autour d'un bâton, et quelque chose qui tourne en rond, simplement, c'est-à-dire un tour, à chaque tour de spire, chaque cercle. À ce moment-là, cette figuration permet de voir comment, d'une continuité spirale, on peut distinguer des tranches, des coupes, des temps distincts et séparés. Et cela, ces séparations, ces coupes comme ça, c'est ce qu'on appelle la métonymie. Ce sont des signifiants qui se correspondent en métonymie, ces rondelles de saucisson ou bien ces coupes-là. Et tandis que la métaphore va jouer un rôle plus intemporel que ces scansions-là. Alors ces scansions de la métonymie, ces cercles, nous intéressent doublement. Ils nous intéressent parce que, on le voit bien dans la coupe, ces cercles sont propres à figurer, à correspondre à ce qui s'appelle aussi un miroir. Parce que dans la coupe, on se réfléchit comme dans l'eau d'un lac. Et effectivement, les relations des signifiants de ces coupes entre elles vont donner, ces mots métonymiques, hein, vont donner les prémices ou la base linguistique donc, de ce qu'on appelle la spécularité, c'est-à-dire donc des réflexions en miroir. La deuxième raison pourquoi elle nous intéresse, c'est celle qui nous est donnée par les travaux de Lacan, qui a produit quelque chose, et là on va arriver, on va rejoindre le début de notre propos hein, sur la médecine et voir pourquoi il était intéressant de faire ce détour par la linguistique. Il s'agit du fait que dans le miroir, dans le fond de cette coupe, on puisse imaginer qu'on y trouve quelque chose de consistant, de réel.
Par conséquent, des théoriciens, des linguistes, des analystes, des psychanalystes, c'est-à-dire des analystes du miroir, de la psyché, hein, ont suggéré, ont eu l'idée que la métonymie, cette coupe, ce récipient, était une manière de récolter du réel, signifié, c'était le signe d'une collection, hein, de réel, ou bien d'une possibilité de s'accrocher au réel, hein, c'est-à-dire de parler en tombant ou en trouvant des choses réelles, concrètes, hein, c'est-à-dire non pas parler pour ne rien dire. Hein. Seulement, à cette façon de voir, Lacan a objecté et a donné plus de précision. Il a estimé que plutôt qu'un ancrage, de s'ancrer dans le réel par le moyen de la coupe, on réalisait plutôt une opportunité de faire un dépôt, ou ce qu'il a encore appelé un versement, comme on fait un versement dans un compte en banque, on fait un virement. Et là, nous trouvons ce dont nous parlions au début, c'est-à-dire la notion de valeur. Autrement dit, dans la symbolique d'Asclépius, le serpent et la coupe, qui sont, on s'en souvient, donc le serpent c'est ce qui va rendre malade, qui va mordre, qui va empoisonner, la coupe c'est le venin, c'est ce qui recueille le venin, qui devient un médicament, un antidote. Et le fait d'y voir l'image d'un versement, d'une taxation ou d'une valeur, donc nous redonne cette jonction donc de la potentialité, hein, du symbolisme d'Asclépius, donc à intégrer dans la médecine ou dans la santé ces notions de propriété et surtout dont on parle actuellement de valeur. Et c'est une piste qui devient même triplement intéressante, parce que, venant de tout à fait d'une autre piste, c'est-à-dire dans la théorie de l'information, c'est-à-dire dans l'informatique, on découvre que les cybernéticiens cherchent aussi, dans l'intelligence artificielle, cherchent aussi cette notion les moyens, ou les réseaux, ou les chicanes, ou les correspondances qui rattachent et qui vont ancrer les informations dans la réalité des choses. Et effectivement, les théoriciens ce qu'on appelle le deep learning utilisent le mot aussi de ancrage. Et du coup, on est justifié, on est motivé à se demander si la même observation que faisait Lacan sur l'emploi du mot ancrage par ses collègues ne peut pas s'appliquer, ne peut pas s'exercer aussi cette observation sur la terminologie d'ancrage des ingénieurs du deep learning. Et j'ai déjà exploité ce mot, mais vraiment qui est très utile, donc on ne va pas se priver de le répéter, mais le deep learning, ça s'entend vraiment comme le deep, le complexe d'Oedipe, hein, le deep learning, ce que apprend Oedipe. Et là, donc, on peut revenir à la vidéo juste précédente, où on trouve effectivement, on voit comment Oedipe se correspond dans cette organisation de la valeur des choses.
Et enfin voilà donc où nous arrivons. Donc c'est-à-dire que le deep learning, c'est-à-dire une modalité, il y en a deux, hein, mais la modalité de code de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de la cybernétique. La modalité actuelle donc, du deep learning utilise, on le sait, donc, les statistiques et en traitant les statistiques par le code, hein, typiquement. Et, et ce que l'on trouve en médecine, c'est que ce qui est apprêté, même si on dit que c'est après, mais enfin ça devient avant, on le prépose, ce qui a été préposé au deep learning, c'est-à-dire à l'intelligence artificielle qui va se présenter en médecine et en psychiatrie particulièrement, c'est le fait que les psychiatres s'y sont préparés en ayant codé les comportements humains. Et ça s'appelle, donc, ils procèdent maintenant par un processus de diagnostic statistique, par des codes. Et des statistiques qui sont codées, chiffrées, et qui nous révèlent que l'ancrage de l'informatique dans le réel se prend pied, s'ancre dans des comportements déviants, dans de la pathologie, dans de la maladie mentale, dans des symptômes. Donc on voit qu'on a fait un parcours, un cheminé comme ça, pour retrouver en effet quelque chose qui concerne évidemment bien et en plein la médecine, c'est-à-dire la manière dont on reconnaît, ou que l'intelligence artificielle reconnaît ce qui est pathologique. Avec la suggestion d'une attentivité, d'une attention, voire d'une inquiétude. C'est que si on regarde bien, si on comprend, on réalise que ce chemin déclare, indique ou découvre que l'analyse par le code produit de la maladie. S'il ne s'agit pas d'un ancrage, et si c'est un dépôt, si c'est au contraire quelque chose qui est viré dans le réel, qui alimente le réel, il s'agit donc, l'expérience le montre, enfin on constate qu'on alimente le réel en médecine, psychiatrique, mais en général, enfin sur le modèle médical, on alimente le réel de pathologie. On peut conclure en généralisant un peu les choses, c'est-à-dire que dans l'ordre de la psychohistoire, où nous avons le symbole, par exemple celui d'Asclepius, mais après le symbole, donc le signifiant en termes de type et de catégorie, ou donc ce qu'on appelle le signifiant, et ensuite nous entrons dans la phase psychohistorique du conventionnel et du surmoi, et à ce moment-là, donc du régime du code et de la métonymie aussi, et qui précède donc le stade de l'individualité et de la personnalisation, puis ultérieurement celui de la subjectivité, précisément quand on aura réglé toutes ces affaires préliminaires. Donc on peut estimer que l'histoire, du point de vue psychohistorique, est un déroulement donc d'une mentalité qui s'origine avec le symbole, le symbolisme, qu'il évolue dans les principes signifiants
généralement d'aliénation et de domination entre les individus, mais de relations individuelles, et puis qu'il évolue dans une convention, dans le régime de la convention, qui est l'élection du principe du code, qui est analysé par l'intelligence, et qui produit à ce moment-là donc cette pathologie typique, et donc qui est suivie par l'ego, le moi, avec cette phase où nous sommes, qui n'est plus la Shoah, mais la Moa, hein, et puis donc cette subjectivité à l'horizon. Et ce qui se passe pour sortir de la convention, de la phase ou de l'époque conventionnelle, pour sortir de ce régime surmoïque, on va donc décoder. C'est ce que fera. Le deep learning ne décode pas, hein, il organise en statistique, il métonymise, hein, si on peut dire, la loi du code, et il en produit donc des coûts et des valeurs, mais des valeurs où l'on reconnaît de la pathologie. Et ensuite, l'analyse continue en décodant. Et pour se servir de l'opportunité que nous donnent les mots, et de là, ce décodage aboutit à ce qui est déconnant, c'est-à-dire à cette pollution, à ces comportements déconnants de l'humanité, à cette tragique maladie généralisée qui va jusqu'à la bêtise, ou en tout cas qui s'y acoquinait bien. Et donc, en conclusion, on découvre que la symbolique d'Asclépios nous renseigne sur le fait que ce que l'humain crée, tout ce qu'il va verser pas créer, la métaphore crée, mais tout ce que l'humain va devoir payer de sa création, justement, et c'est-à-dire va devoir verser dans l'inconscient et refouler, tout cela, c'est de la pathologie. Et donc la médecine a vraiment du travail, c'est-à-dire qu'elle a soigné l'humanité même. L'humanité ne tombe pas malade, l'humanité se rend malade. Et donc, elle a besoin, la médecine, en tout cas, doit avoir cette intelligence de comprendre qu'elle ne soigne pas les accidents qui arrivent à l'humain, mais elle soigne l'humain qui, puisque c'est sa maladie, la maladie créée par l'humain lui-même, qui va protéger sa maladie, se défendre contre la médecine. Et si on n'est pas bien averti de ce volume de la signification d'Asclépios, on va utiliser la médecine comme justement un simple produit, une simple déconnade, une simple connerie, et une connerie non seulement simple, mais maladive, pathologique, et on va se retrouver devant une médecine qui rend malade. Faute de n'avoir pas compris qu'il y a certaines règles très précieuses à conserver pour avoir une médecine de qualité. On continuera à le préciser si ce n'est pas paru déjà évidemment un peu clair.